recevons aujourd'hui M. Mamadou Touré, qui est conseiller technique à la présidence de la Côte d'Ivoire en charge à la fois de la jeunesse et des sports, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Bienvenue sur le plateau d'Event News. Merci de nous avoir invités. Vous avez tenu récemment, je pense que c'était en mars, les assises de la jeunesse, les 4e assises de la jeunesse. Quel bilan tirez-vous de cette rencontre? Un bilan positif. Les assises avaient pour objectif de mobiliser les jeunes autour des questions d'emploi, leur permet de discuter de problèmes qui les touchent, sur la formation. Beaucoup d'acteurs ont pris part à ces assises, beaucoup de partenaires, aussi bien des partenaires au développement que les ministères techniques ou structures privées. Après ces assises, nous avons eu énormément de recommandations. Certaines recommandations sont en train d'être mises en œuvre aujourd'hui par les différentes autorités en charge de ces questions. Et la question de l'emploi qui a été au cœur des discussions nous a permis d'amener donc les différents acteurs à prendre un engagement pour offrir des opportunités d'emploi aux jeunes, notamment 1250. Aujourd'hui, d'après les différents rapports du comité de suivi, nous avons un peu plus de 800 jeunes qui, à l'issue de ces assises, ont pu être insérés. Et il y a l'un de nos partenaires qui prévoit ce mois publier aussi la liste de jeunes qui ont été recrutés pendant ces assises-là. Donc nous sortons de cet événement globalement satisfaits parce qu'il y a plus de 30 000 jeunes qui pendant 4 jours ont pris part à cet événement. Si je ne me trompe pas, la solution que vous prenez, c'est que l'État aujourd'hui n'est pas capable de forcément engager tous les jeunes, de les faire travailler. Du coup, il faut se tourner vers l'auto-entrepreneuriat en quelque sorte. Les jeunes doivent aujourd'hui eux-mêmes créer leur emploi, malgré le fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un taux de croissance, si l'on s'en tient aux chiffres, à presque 2 chiffres, de 9%. Oui, ce que nous disons, c'est que dans aucun pays au monde, l'État peut employer l'ensemble des main-d'œuvre qualifiées. Nous avons dans nos États africains une fonction publique. En Côte d'Ivoire, la fonction publique, c'est près de 160 000 personnes. Lorsque vous ajoutez le secteur parapublic, nous sommes à 350 000 personnes à peu près. Nous avons 23 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Sur les 23 millions d'habitants, les 15-35 qui représentent à peu près entre 8 et 9 millions de personnes. Une population active estimée à 11 millions de personnes. Et sur les 11 millions de personnes, nous avons à peu près 1 million de personnes qui sont salariées au niveau du secteur privé et donc du secteur public. L'État peut impulser une dynamique, l'État peut créer un environnement pour permettre par exemple aux investisseurs de venir investir. L'État peut agir à direction des couches les plus sensibles, notamment les jeunes. Et tout cet environnement doit permettre, dans nos États, en tout cas en Afrique, à ces jeunes-là d'avoir tous les éléments nécessaires pour être eux-mêmes des entrepreneurs. Pas tous, mais il est bon qu'il y ait une bonne dynamique dans ce sens, parce que des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui réussissent, qui créent leur propre activité, peuvent à leur tour embaucher. Il y a aussi l'épineuse question ou problématique de l'inadéquation entre la formation et l'emploi, puisque ça a été l'une des questions débattues au cours des assises. Nos universités, nos écoles, je parle de la Côte d'Ivoire, mais aussi dans beaucoup de pays africains, continuent de former des jeunes sans que ces formations correspondent à la logique d'employabilité ou ne correspondent à des besoins donc des entreprises. Ensuite, l'autre point, et je termine par là, nous avons un tissu industriel assez faible pour résorber la question donc, du chômage des jeunes. Ce que je veux dire, c'est que même si la question de l'inadéquation formation-emploi était réglée aujourd'hui, est-ce que nous avons suffisamment d'entreprises dans nos États africains pour absorber toute la main-d'œuvre jeune, par exemple, si tous les jeunes par extraordinaire étaient qualifiés. Et donc, il y a une véritable politique d'industrialisation à mettre en place pour que, justement, tous ces jeunes puissent avoir des opportunités d'emploi aussi salariés dans des entreprises. Cela dit, l'une des promesses du candidat Alassane Dramane Ouattara, c'était de dire que quand il sera président, il pourra proposer 1 million d'emplois pour les jeunes Ivoiriens. On est très loin du compte quand même. Ah non, en 2015. Non seulement il a tenu son engagement, mais il a largement dépassé son... Quels sont les chiffres? Parce que j'ai cru entendre que c'était moins de 500 000. Ah non, nous avons créé plus d'1 million d'emplois. Et ça, ce sont les dernières enquêtes attestées par la Banque mondiale. Et donc, je ne raconte pas les choses. Il y a eu des enquêtes d'emploi qui ont été menées en 2012 et en 2013. Et ces enquêtes d'emploi permettent donc de façon combinée de dire que nous avons dépassé les millions d'emplois.
Déjà dans le secteur, secteur, oui, mais déjà dans le secteur de l'agriculture, selon la dernière communication faite par le ministère donc, de l'Agriculture, nous sommes déjà à 1 million d'emplois créés, rien que dans le secteur de l'agriculture. Au niveau du secteur dit formel, je parle de l'administration publique et du secteur privé, nous sommes à près de 300 000 emplois qui ont été créés. Ce sont des chiffres qui sont consolidés à travers donc l'inscription des salariés à la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, la Caisse des retraités. Donc autant de fichiers qui permettent de savoir combien de personnes ont été recrutées au bout des 3 ans, aussi bien dans l'administration publique que dans le secteur privé. Et donc, au niveau du secteur informel, le dynamisme de notre économie a permis la reprise des activités. Donc beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes dans le secteur informel ont pu aussi avoir des opportunités d'emploi. C'est le petit commerce. Je suis d'accord que l'essentiel des emplois dans le secteur informel sont des emplois précaires. Mais nous venons d'une situation où bon nombre de nos concitoyens avaient d'abord des problèmes de revenus. Ensuite, l'État est en train d'améliorer le cadre économique, justement à travers l'adoption d'un nouveau code du travail, à travers donc des mesures spécifiques telles que l'augmentation du SMIC. Comment pouvez-vous quantifier l'emploi informel? Parce que l'informel, c'est par essence un secteur qu'on ne contrôle pas. Non, ce sont des études statistiques. Même si c'est des prévisions, des projections. Ce n'est même pas des prévisions. Même si on ne contrôle pas l'informel, mais les techniques statistiques permettent de interroger les personnes qui sont dans ce puisqu'elles sont visibles, elles travaillent. Le petit boutiquier, le petit commerçant, il a un espace où il exerce. Donc les techniques de l'emploi qui ont été validées par le Bureau international du travail, puisque toutes les études que je suis en train d'énumérer ont été faites en collaboration avec le Bureau international du travail et la Banque mondiale, et ont permis d'interroger ces personnes-là sur un échantillonnage d'à peu près 11 000 personnes, et ont pu donc sortir ces éléments statistiques avec une marge d'erreur qui est moins de 2,5%. D'accord. Donc, vous voulez nous convaincre aujourd'hui que, contrairement à d'autres pays africains où l'agriculture est un secteur qui n'attire plus beaucoup, en Côte d'Ivoire, au contraire, c'est un secteur qui pourvoit de l'emploi, qui a encore un avenir. Mais ça a toujours été ainsi. Prenez le résultat du dernier recensement des populations, vous verrez que près de 50% de la population ivoirienne vit en milieu rural. Et l'autre moitié en milieu urbain. Donc nous avons encore un pays essentiellement agricole, et tout le monde sait que la Côte d'Ivoire tire l'essentiel de ses revenus dans le secteur agricole, notamment le café et le cacao, et bon nombre de nos concitoyens vivent encore donc de l'agriculture. D'accord. Donc il faudra que les autres pays viennent probablement faire bénéficier de l'expérience ivoirienne en matière d'agriculture. Mais si ces pays ont les mêmes potentialités que la Côte d'Ivoire, si ces pays ont la même géographie que la Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire peut être un très bel exemple, non seulement en termes, parce que nous sommes premier producteur mondial de cacao, ainsi de suite, mais surtout en termes de mesures spécifiques qui ont été mises en œuvre pour permettre justement à bon nombre de nos concitoyens donc d'avoir des opportunités d'emploi dans ce secteur. D'accord. Comment est-ce que vous voyez par exemple cette situation de migrants dont on parle beaucoup en Europe concernant la Syrie, concernant d'autres pays, mais qui se retrouvent à peu près au niveau de la Méditerranée avec le drame que cela cause? Si vous réussissez à fixer vos jeunes à la fois dans les zones rurales et même dans les zones urbaines, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas concernée par ce phénomène. Oui, d'abord je veux dire que nous avons tous été choqués par les images que nous avons vues, voir ces centaines de milliers de jeunes partis à l'aventure avec souvent, dans des conditions souvent dramatiques, puisque beaucoup perdent la vie. Cela nous a beaucoup choqués, d'abord en tant que jeunes africains. Et nous interpelle sur notre capacité, nous Africains, à tout mettre en œuvre pour éviter donc ce genre de situation, avant même que ceux vers qui ces migrants vont ne prennent des mesures spécifiques. Parlant de la Côte d'Ivoire, ce qu'il faut retenir, c'est que pendant la décennie de crise que nous avons connue, plus d'une décennie, parce que la Côte d'Ivoire était le premier pays d'immigration dans la sous-région. Beaucoup de nos frères de la sous-région avaient pour première destination la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas créer de corrélation, mais vous constaterez que quand la Côte d'Ivoire était au plus fort de la crise, la destination Côte d'Ivoire n'était plus prisée et beaucoup de jeunes de la sous-région préféraient donc partir en Europe. C'est pour ça que la stabilité de la Côte d'Ivoire est aussi gage d'une stabilité non seulement de la sous-région, mais peut aussi aider à régler ces problèmes. Alors, beaucoup de jeunes Ivoiriens, pendant la décennie de crise qui a été atroce, se sont retrouvés aussi à
à travers donc, ces routes pour aller à l'aventure et beaucoup sont soit morts dans les déserts ou à la mer. Aujourd'hui, à travers toutes les mesures qui sont prises et les résultats que nous sommes en train d'obtenir, nous pensons à terme que la Côte d'Ivoire sera à même de donner, avec le président Ouattara, une véritable perspective à ces jeunes et donc qui n'auront plus de raison d'émigrer pour aller chercher une hypothétique solution à leurs problèmes, mais ils pourront trouver dans leur pays des opportunités qui leur permettent de s'épanouir. Et ça, c'est un défi, aussi bien pour la Côte d'Ivoire, mais je pense pour l'ensemble des pays africains qui sont confrontés à ce problème. Quand on regarde les chiffres macroéconomiques de la Côte d'Ivoire, on se demande pourquoi ça n'avance pas plus vite, pour les jeunes notamment, ceux dont vous vous occupez auprès du président Ouattara. Pourquoi est-ce qu'ils ne bénéficient pas aussi rapidement des fruits de la croissance du pays que les investisseurs étrangers, par exemple? On a l'impression que la part belle est faite aux investisseurs venant de l'extérieur plutôt qu'au tissu économique national. Non, moi je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'il y a un débat sur la croissance inclusive dans notre pays. Lorsque vous avez une moyenne de croissance de 9% par an, la question légitime que vous posez, c'est de savoir est-ce que cette croissance bénéficie réellement aux citoyens ivoiriens? Je dis oui. Maintenant, comment est-ce qu'une croissance est inclusive? Pour nous, une croissance inclusive, ce sont les 15 000 salles de classe au primaire qui correspondent à plus de 2000 écoles que nous avons pu construire. C'est autant de milliers... Construites ou réaménagées? Non, je parle de construire. Je ne parle pas de réaménager, je parle de construire. J'ai entendu parler de statistiques dans lesquelles on incluait toutes les écoles qui avaient été construites et sur lesquelles certains aménagements avaient simplement été apportés. Nous faisons une distinction nette entre ce qui relève donc de la construction et ce qui relève donc de la réhabilitation. Je vous parle de 15 000 salles de classe, en tout cas en 2015, construites, qui correspondent à peu près à plus de 2000 écoles qui ont été construites. Je vous parle de milliers de pompes villageoises pour permettre aux populations dans les endroits les plus reculés d'avoir de l'eau potable. Je vous parle de Bouna, qui avait un taux de couverture en électricité de 1%, qui est aujourd'hui à 17%. Donc la croissance inclusive, c'est l'utilisation des richesses créées pour améliorer et changer la vie de nos concitoyens. Et quand j'entends la grogne des étudiants également à l'université, de nombreux se sont plaints qu'au niveau du matériel, il y a une bonne partie qui n'a pas été retrouvée depuis la crise. Pourtant, ils s'étaient chargés eux-mêmes de réinstaller ce matériel. Ils parlent des salles qui ont été construites, des amphis ou d'autres installations qui restent malheureusement inadaptées. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait en direction des étudiants en Côte d'Ivoire? D'abord, je voulais rectifier ce que les étudiants disent, puisque j'échange avec eux au quotidien, c'est qu'il y a encore des salles de laboratoire qui n'ont pas d'équipement. Mais ça ne veut pas dire que les équipements n'existent pas. Il y a même l'un de vos confrères qui a fait un reportage là-dessus. Les équipements ont été achetés à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Certains équipements étaient encore stockés à l'université, puisque ça a été montré par l'un de vos confrères, mais ces équipements n'avaient pas encore été mis dans les laboratoires, ce qui n'est pas normal. Et donc, des instructions ont été données par le chef de l'État pour que cette situation soit corrigée rapidement. Puisque si nous n'avions pas d'équipement, nous aurions pu comprendre, mais les équipements ont été achetés. Et donc, le chef de l'État a instruit les services compétents pour que tout soit mis en œuvre, pour que dans les brefs délais, ces équipements quittent les dépôts pour être installés. Vous savez, nous avons traversé une crise assez profonde. Et même au niveau de l'école, on peut dire que l'école ivoirienne n'existait plus. Lorsque vous prenez la situation des universités avant 2011, déjà les universités ont été... Pendant la période de crise, vous voulez dire? Mais avant la période même de la crise, avant avril 2011, avant l'arrivée du chef de l'État, je vous fais un état des lieux. D'abord, les universités ont été le théâtre donc, des combats. Vous prenez l'université d'Abouba, Djamé, appelée Nangui Abouba, tous les bâtiments avaient été décoiffés. Il y a eu des combats entre les deux forces. L'université de Cocody, avant la crise, était un lieu de commerce, de prostitution. Il y avait des maquis, ça vous pouvez aller sur le terrain vous informer. Et donc, c'est une résurrection de l'école que nous sommes en train de faire. Et c'est bien évidemment, tout n'est pas parfait. Il y a encore des choses à améliorer. Et le plus important, c'est la volonté politique affichée. Chaque fois que des anomalies sont constatées, une réponse rapide est apportée.
Donc, il y a eu des travaux. Nous estimons que les travaux se sont passés dans des conditions excellentes. Il peut exister encore par endroits quelques difficultés, mais ça, dans le cahier de charges de ceux qui étaient responsables du fait des travaux, cela est prévu. Une fois que ces anomalies sont constatées, des réponses sont apportées par les services compétents. Mais si tout avait été par terre, on n'aurait pas pu avoir ce travail des étudiants qui, par moment, ont soigné une partie des blessés pendant la crise, notamment post-électorale, entre la proclamation des résultats et l'installation du président Ouattara. Il y a quand même eu une vie, il y a eu une activité académique. Ce que je peux vous dire, par exemple, certaines facultés, avant le 11 avril, alors que nous étions en avril 2011, étaient encore en année scolaire 2006-2007. Voici comment fonctionnait notre université. Vous aviez des facultés qui étaient très en retard par rapport donc aux années académiques normales. Et l'université allait mal, l'école allait mal. Et aujourd'hui, je dis, je ne veux pas faire de démagogie, je ne dis pas que nous avons réglé tous les problèmes, mais il y a eu quand même une grande avancée. Vous savez, le chef de l'État avait promis 5 universités en 5 ans. Ce que j'ai l'habitude de dire à mes interlocuteurs, c'est que le montant d'investissement qui a été fait dans nos différentes universités, je parle d'Abidjan, donc l'université Félix Houphouët-Boigny, je parle de Abobo, donc l'université de Nangui à Bourgois, je parle de Bouaké, où le campus 2 était totalement détruit. Mais ce n'est même pas une réhabilitation, c'est une reconstruction de ces universités. Cela dit, la vie universitaire était très politisée en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, la vie universitaire était très politisée. Il y avait un syndicat qui s'appelait la FESI, qui au fil du temps s'est mué en milice, réalisait tous les rapports de toutes les organisations internationales sur la crise ivoirienne. Vous verrez que ce syndicat s'était miliciarisé avec des étudiants qui portaient des armes, qui ont commis des exactions. Certains miliciens étaient logés sur les campus. Donc c'est vraiment une résurrection. Il n'y a pas eu cela à Bouaké. Mais à Bouaké, vous savez que l'université ne fonctionnait plus après 2002. Il n'y avait même plus d'université à Bouaké après 2002. Parlons maintenant de la question des droits humains, notamment avec l'arrestation de ce leader, Samba David. Que lui est-il reproché? Mais il lui est reproché d'avoir perturbé l'ordre public. Samba David et certains de ses camarades ont organisé des manifestations. Ces manifestations, en tout cas aux yeux des autorités, ne remplissaient pas les conditions pour être organisées, donc étaient interdites. Elles ont eu lieu quand même. Il y a eu des casses à Abidjan, des véhicules qui ont été cassés, brûlés. À l'intérieur du pays, il y a eu des débordements, il y a eu des violences, il y a eu même eu des morts. Et Samba David était le principal organisateur de ces manifestations en tant que leader donc, du mouvement qui a initié ces manifestations. Et qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui comme peine? Je ne sais pas, je crois que le jugement a été fait et qu'il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement. Revenons maintenant à la situation des jeunes, encore une fois, en prélude aux élections à venir. Ce qui est important de retenir, c'est que oui à la démocratie, mais non au désordre. Ça j'ai bien compris. Voilà. Mais revenons maintenant à la situation des jeunes. On parlait beaucoup des brouteurs, on parlait aussi des microbes qui sèment l'insécurité. Je parlais de l'insécurité à la fois sociale et de l'insécurité cybernétique. Avez-vous apporté des réponses à ces situations? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le phénomène des microbes, qui est un phénomène tragique, puisque c'était quasiment des enfants qui s'adonnent à des actes criminels ou de délinquance, est le fruit en fait de toute cette crise que nous avons connue. Et traiter un tel problème est délicat, parce que vous avez affaire à des enfants criminels. Même ici, vous savez que l'approche ou les réponses apportées ne sont pas forcément les mêmes que si vous avez affaire à des adultes criminels. Aujourd'hui, le phénomène... Et d'où viennent-ils, ces enfants? Mais ces enfants, je peux le dire, sont les déchets de notre crise. Vous savez, avec la crise que nous avons connue en 2002, la porosité de nos frontières, beaucoup de jeunes se sont adonnés à la consommation de la drogue, sont devenus des délinquants, sont devenus des criminels. Est-ce qu'ils ne viennent pas du camp de votre camp, par là? Ils ne peuvent pas venir, enfin quand vous dites dans le camp, c'est-à-dire quel camp? Du camp de la présidence actuelle. Mais il n'y a pas de camp. La majorité actuelle. Non, attendez. Parce qu'il y a eu des combats. La majorité actuelle oui. n'a jamais utilisé, en tout cas, les armes pour combattre, premièrement. Deuxièmement,
encore moins utiliser les enfants pour combattre. Ce que je dis, c'est que ce sont des jeunes Ivoiriens. Je ne suis pas en train de dire qu'ils appartiennent à tel camp ou tel camp. Ce sont des jeunes de conditions sociales difficiles et qui se sont réfugiés dans la consommation de la drogue et qui, pour pouvoir consommer de la drogue, ça donne donc à la criminalité parce que ces jeunes tuent pour avoir un téléphone portable. Ils revendent ensuite ces téléphones pour pouvoir donc acheter donc une dose de drogue. Et quelle réponse à ce phénomène? Mais la réponse a été apportée à plusieurs niveaux. D'abord au niveau donc du ministère de l'Intérieur, à travers la police, notamment le segment de la police la mieux adaptée pour ce genre donc de situation criminelle. Et cela a permis de contenir le phénomène. Et puis bien évidemment au niveau donc de la justice, puisque certaines personnes qui se sont adonnées à des crimes et autres ont été arrêtées, ont été condamnées, ont été arrêtées, jugées et condamnées. Certains disent que les supplétifs que vous avez utilisés pendant la crise n'ont pas été désarmés et que simplement aujourd'hui on est dans une situation qui n'est pas très différente de celle qui a précédé la crise post-électorale de 2011. À ces personnes-là, j'oppose les rapports de la communauté internationale sur le niveau de sécurité en Côte d'Ivoire. À ces personnes-là, j'oppose aujourd'hui le dynamisme économique de la Côte d'Ivoire qui voit le retour. Ça, ce sont des chiffres. Non, ce n'est pas seulement des chiffres. Au-delà des chiffres, oui. Vous pensez que si la Côte d'Ivoire avait un tel niveau d'insécurité, tel que décrit par certaines personnes qui, à mon sens, sont de mauvaise foi, on aurait eu autant de personnes qui prisent la destination ivoirienne. On aurait eu le retour de la BAD, on aurait eu le retour de ces institutions. Non, on ne peut que s'en réjouir. On ne peut que se réjouir de ce retour. Donc la réponse, elle est dit. Non, la réponse, elle est dit. En revanche, combien d'armes avez-vous collecté? Non, mais je vais répondre. Donc déjà dire que, vous savez, je peux vous dire des choses, oui. Et puis on peut dire, bon, c'est Touré Mamadou qui parle, c'est normal parce qu'il est partisan. Oui. Et comme d'autres personnes peuvent dire des choses, je dis, la réalité des faits doit pouvoir nous départager. Oui. Est-ce que ce que nous voyons est conforme à ce que je dis ou à ce que les autres disent? Sur le désarmement, la Côte d'Ivoire, sur le désarmement, oui. Je vous réponds, oui. Sur le désarmement, la Côte d'Ivoire a eu l'un des processus les plus réussis. Parce que après il ne faut pas confondre le calme avant la tempête avec une résolution du problème. C'est comme si on mettait un voile. Il n'y a pas de voile. D'accord. Il n'y a pas de voile. Combien d'armes ont été récupérées? Oui, je vais répondre de façon très précise. Avant l'arrivée du chef de l'État, les différents processus de désarmement connaissaient des tergiversations. Dès son arrivée, la première réforme a été de fondre la quinzaine de structures qui s'occupaient de l'insertion des autres combattants en une entité unique, donc l'autorité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Et aujourd'hui, nous avons près de 64 000 ex-combattants qui se sont vus, 74 000 recensés, et sur 74 000 recensés, près de 64 000 ont pu bénéficier donc de différents processus. Très bien. Aujourd'hui, à la date du 30 juin, la Côte d'Ivoire a achevé à plus de 90% son désarmement. Très bien. Les autres jeunes qui, parce qu'ils ne sont pas inscrits dans les fichiers de l'autorité de désarmement, aujourd'hui bénéficient donc des actions de la cellule de coordination et de suivi qui a été mise en place, qui permettra donc d'aller rechercher ces personnes-là. Donc nous avons un processus de désarmement réussi, à la satisfaction même des observateurs au niveau international, parce que la Côte d'Ivoire vient de loin. Aujourd'hui, on est presque en campagne électorale et de nombreux leaders au sein de ce qui s'appelle aujourd'hui la Coalition nationale pour le changement estiment qu'il n'est pas normal que le président Ouattara ne les reçoive pas. Pourquoi ne les reçoit-il pas? L'État de Côte d'Ivoire, le problème ne se pose pas ainsi. C'est ainsi qu'il le pose. Non, mais le problème ne se pose pas ainsi. Le plus important, c'est la réponse apportée donc par l'État de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a estimé que, et ça se fait depuis plusieurs mois, que dans le cadre du dialogue politique avec l'opposition, il a désigné le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Aoussou Jano, qui d'ailleurs a discuté avec tous les partis, y compris le FPI, puisque ces discussions ont abouti à la mise en place de la commission électorale. Des branches du FPI? Parce qu'il y en a une qui est fidèle au président, aujourd'hui en prison, le président
le président Gbagbo, et une autre qui est proche du président Afi. De quel FPI parlez-vous? Non, enfin, moi, écoutez, je ne vais pas rentrer dans les problèmes internes au FPI, mais je sais que les deux branches... Non, parce que vous l'avez évoqué, non, pourquoi je voulais juste être fixé. Non, les deux branches que vous décrivez se réclament du président Gbagbo. D'accord. La branche qui est reconnue en Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu une décision de justice, c'est la branche Afi N'Guessan, donc qui a échangé avec donc, le pouvoir à travers donc, le Premier ministre Aoussou Jano. Et donc, lorsque la CNC a émis la volonté donc, de pouvoir discuter avec le pouvoir, le chef de l'État a accédé à leur demande en demandant au Premier ministre Aoussou et au Premier ministre Kamba Duncan. Donc, une fin de non-recevoir? Non, ce n'est pas une fin de non-recevoir. Parce que ce qui est important, je pense que la CNC a des préoccupations. Ce qui est important, c'est qu'un cadre de dialogue se mette en place pour traiter les problèmes. Je ne pense pas que M. Bani ait autant envie de voir le président Ouattara, qui considère de plus être son ami, pour aller prendre un thé. Je pense qu'il y a des problèmes de fond qu'ils veulent traiter. Et ils ont refusé de discuter avec le Premier ministre Aoussou Jano. Pourtant, vous leur donnerez, ils pourront bénéficier des 100 millions de francs CFA. Ils veulent discuter avec le chef de l'État. Bon, le chef de l'État lui-même a montré sa prédisposition à discuter avec tout le monde, sauf que maintenant nous sommes en pleine campagne électorale. On verra si le contexte actuel, avec le timing, s'y prête. Juste une question. Est-ce que ces candidats de la coalition nationale pour le changement pourront bénéficier du budget de 100 millions, si je ne me trompe pas, qui a été mis à la disposition de tous les candidats? Ah, ils ont bénéficié. Ils ont bénéficié. Ah, mais ils ont bénéficié. Et pourquoi ils ne peuvent pas être reçus donc? Mais vous posez deux problèmes différents. Il y a le financement de ces candidats. Je pense que ça fait partie de leurs préoccupations pour l'élection présidentielle. Le pouvoir n'a jamais refusé de les recevoir. Maintenant, qu'ils déterminent avec qui ils veulent discuter, ça c'est notre problème. Le pouvoir a officiellement dit sa disponibilité à discuter avec l'ensemble des partis de l'opposition, y compris ceux qui sont au niveau de la CNC. En les finançant, simplement, en leur faisant bénéficier de 100 millions. Non, le financement n'est pas la discussion. Mais c'est quand même assez original dans un pays de donner de l'argent à des partis ou à des candidats avant l'élection, parce que généralement c'est plutôt le processus inverse. C'est à la fin du processus électoral qu'en fonction du score que vous avez fait, on vous alloue un remboursement de votre campagne ou pas. Mais demandez donc à ces candidats pourquoi ils ont sollicité des appuis financiers pour faire leur campagne électorale. Qui a demandé mais les points sur lesquels il devait y avoir discussion, en tout cas certains candidats estimaient que l'État devait leur mettre des moyens à disposition pour pouvoir faire des campagnes. Si cela peut contribuer à renforcer la démocratie en leur permettant de mieux s'organiser, pour mieux participer au débat démocratique, tant mieux pour la démocratie dans notre pays. Très bien. Espérons que la démocratie ivoirienne ira en se consolidant avec ces élections à venir. Merci, M. Maodo Kone. Mais ce que vous devez savoir, nous ferons tout, en tout cas, pour que les élections à venir ferment définitivement la page de cette décennie de turpitude politique. Et ces élections seront démocratiques, inclusives, et donc vont forcément renforcer l'état de droit et la démocratie dans notre pays. Merci, M. Maodo. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique en charge de la jeunesse et des sports auprès du président de la Côte d'Ivoire. Et je suis aussi porte-parole jeune au sein de l'équipe des campagnes du RHDP. Merci d'être venu. Merci beaucoup.